ça nous semble tout à fait adapté de venir vous expliquer, parler de notre problème d'accaparement de l'eau dans le cadre de ce week-end d'OGM. Bonjour, donc moi je suis Amandine Paco, je suis plus porte-parole de la conf des Deux-Sèvres, mais je suis encore très impliquée. Du coup, moi je suis paysanne dans les Deux-Sèvres à côté de Parthenay, pour ceux et celles qui connaissent. Et je suis sur une ferme où on fait des vaches allaitantes, des poules pondeuses et du maraîchage. Voilà, on est 4. Et donc aujourd'hui venir parler des méga-bassines, c'est clair que c'était tout à fait raccord avec toutes les discussions qui se déroulent ce week-end ici. Je vais juste faire petite parenthèse. Patrick m'a dit que voilà, il espérait qu'il y ait plus de monde aujourd'hui et hier. Et en fait, je voulais faire le lien avec les méga-bassines parce que c'est pareil, en fait, les méga-bassines et l'eau, avant Sainte-Soline, c'était difficile vraiment de mobiliser parce que voilà, on est sur des sujets qui sont assez complexes et qu'aujourd'hui, je sais pas, les médias, ils pensent peut-être qu'on est tous débiles et qu'on ne peut pas comprendre un sujet trop complexe. Donc c'est vrai que c'est très difficile de faire ressortir ces problématiques. Et en plus, voilà, on a aussi toute la profession agricole qui essaye de garder le sujet agricole, quoi. Enfin, les OGM, c'est agricole, les bassines, c'est agricole. Voilà, alors que finalement, pas du tout. Tous ces sujets-là, ils concernent nous toutes et tous. Et donc voilà, moi, je pense que les OGM, on va en reparler et peut-être qu'il faudra aller faire des actions avec un petit peu de radicalité ou quoi, comme ça a pu se faire et on y arrivera. Mais voilà, du coup, les méga-bassines, c'est vraiment la même logique d'accaparement des ressources par et pour l'agro-industrie, c'était le titre de notre intervention. Et donc, bien sûr, il y a un accaparement de la ressource en eau, qu'elle soit en termes de quantité ou en termes de qualité. Il y a un accaparement de l'argent public et aussi un accaparement du foncier. Donc voilà, tout comme les OGM, les méga-bassines, c'est un seul but, c'est de faire du fric pour un modèle qui regarde pas très loin, qui regarde même, je sais pas, c'est les bouts de ses pieds. Et du coup, derrière cette lutte contre les méga-bassines, on voulait aussi rappeler que tous les gens qui luttent pour l'accès à l'eau pour toutes et tous, ils sont aussi là pour montrer, enfin les méga-bassines c'est vraiment un symbole, quoi. C'est le symbole de l'agro-industrie et du coup quand on va lutter contre les méga-bassines, voilà, on lutte aussi pour tout le reste, plutôt contre tout le reste, les OGM, la bétonisation des terres agricoles, les pesticides, enfin voilà, en fait les luttes on est tous ensemble, quoi. Voilà. Et là on commence vraiment le sujet. Voilà, donc là on va démarrer. On suppose que vous savez à peu près ce que c'est qu'une méga-bassine, mais on va quand même vous le remontrer. Parce qu'on aime bien faire un petit peu de pédagogie, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a un élément qui vous a échappé. Donc, une méga-bassine, ben là c'est une méga-bassine en travaux. Donc, on a au départ en général une belle terre, soit agricole, soit naturelle, soit boisée, qu'on défonce complètement avec des grosses pelleteuses. On pousse par chez nous, parce que là je vous parle du Poitou-Charentes, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des méga-bassines dans d'autres régions qui peuvent utiliser d'autres techniques. Nous on vous parle de ce qui se passe chez nous. Donc les grosses pelleteuses arrivent, elles retirent la terre, elles font, avec les déblais, elles font des remblais, et ensuite, donc, ils mettent un géotextile, et ensuite une affreuse bâche noire, sur laquelle l'eau, bien sûr, va pouvoir plus rapidement s'abîmer, plus rapidement s'évaporer. Donc, les cratères peuvent aller jusqu'à 18 hectares. Donc, par chez nous, donc moi je suis de Longue Couture, donc de Charente. Le projet des 9 bassines dont Patrick vous a parlé, on a une bassine de 7 hectares qui est prévue pour 300 000 m3 d'eau. Je sais que c'est rien par rapport à certains projets, mais nous, comme c'est 9 bassines en plus des 14 déjà existantes,
de toute façon c'est trop. Le principe de la bassine est déjà le plus bête qu'on ait jamais pu imaginer pour conserver de l'eau. Donc, les méga-bassines ne sont pas alimentées par l'eau de pluie. Alors, cette phrase, j'aime beaucoup, parce qu'encore récemment, j'ai croisé des gens qui y croyaient. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment qu'on trouve l'argument que tout le monde va comprendre. Et l'argument que tout le monde peut comprendre, sauf s'il veut vraiment pas, c'est « il pleut combien dans une année en Poitou-Charentes ?» La moyenne, c'est moins d'1 mètre. Quelle est la hauteur moyenne d'une bassine en Poitou-Charentes? 12 mètres. Combien y a-t-il d'évaporation dans une superficie d'eau comme ça? Entre 20 et 40%. Donc, même si on attendait que la bassine se remplisse avec l'eau de pluie, elle ne se remplirait jamais parce qu'elle serait déjà évaporée avant d'être remplie. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment l'agro-industrie qui a mis ça dans la tête des gens, et on entend encore certains irrigants qui nous disent mais vous faites bien la récupération d'eau de pluie de vos toitures, donc nous on fait pareil, c'est juste parce qu'on nourrit plus de monde que vous. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cet argument. Elle pompe directement dans les sols, cours d'eau et nappes phréatiques en hiver. Oui, sur notre secteur, en plus, l'injustice totale entre les agriculteurs, c'est que nous, donc sur nos 14 bassines existantes, la réglementation n'est pas la même pour tout le monde. Donc on a des irrigants qui ont le droit de commencer à remplir leur bassine au 1er octobre et d'autres qui peuvent la remplir qu'au 1er novembre. Et en fonction de niveau dans les nappes phréatiques qui sont complètement trop bas par rapport à la biodiversité qu'il faudrait maintenir dans nos rivières. Donc, ce système-là de pomper dans les nappes, c'est vraiment une horreur. Donc, on peut passer juste celle d'avant. Je crois que j'avais un dernier. Les situations de sécheresse pluriannuelle se multiplient. Voilà. Nous, l'année dernière, sur le petit ruisseau qui passe dans mon village, on a eu 8 mois d'assec, ce qui s'était jamais trouvé. Dans mon village, les gens disent qu'il y a toujours eu de l'eau. L'année dernière, on a eu au moins 3 fontaines auxquelles l'eau ne coulait plus. Donc, la situation, le changement climatique nous démontre que, à l'heure actuelle, le système des bassines n'améliore pas la situation. C'est ce qui nous avait été vendu. On nous avait dit, puisqu'on va pomper l'eau l'hiver, l'été, il y aura de l'eau dans les rivières. Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont construit petit à petit des bassines. Il n'y a aucune amélioration. Et là, donc, la préfète en a accordé 9 de plus. Les conséquences sur le milieu naturel, eh bien, c'est ça, c'est mon ruisseau qui a sec 8 mois par an. C'est l'eau potable qui est polluée et rare. Donc, par exemple, autour de chez moi, il y a eu 9 pompages qui ont dû être fermés parce que l'eau était trop polluée. Et donc, à l'heure actuelle, si on a un peu d'eau qu'on dit potable, c'est parce qu'on a un mélange de 2 eaux, une eau de surface et une eau de profondeur. L'eau de profondeur a trop de fer, donc elle est traitée contre le fer, mais ce traitement ne suffit pas à retirer suffisamment de fer, donc elle doit être doublée avec l'eau de superficie qui, elle, est trop chargée en pesticides, et donc on la traite aussi contre les nitrates, et ce n'est que le mélange de ces 2 types d'eau qui nous permet de boire de l'eau qu'on dit potable, on a un peu d'inquiétude. Les écosystèmes sont détruits, ben oui, quand l'eau ne coule pas dans la rivière, non seulement les animaux de la rivière décèdent, bon, par chez nous, il y a des pêches électriques. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien au courant des pêches électriques. Une fois, on a dit ça, et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces pêches électriques? En fait, c'est juste les pêcheurs qui viennent récupérer les poissons pour les mettre à un endroit où il y a de l'eau, pour qu'ils survivent. C'est pas négatif, mais plus on fait de pêche électrique, et plus c'est dramatique, parce que ça veut dire que les poissons, on les stresse
On va les mettre dans la Charente, et puis après, bon, une fois sur deux, ils ne remontent pas dans la rivière, donc on a une destruction. Après, les animaux qui viennent boire à la rivière, ben, ils n'ont plus d'eau, donc ben, c'est nous qui mettons des réservoirs d'eau dans nos jardins pour que les oiseaux puissent boire. Pour les animaux sauvages, ben, c'est les chasseurs qui mettent des espèces de plastique, enfin de bassines, petites bassines bleues pour que les sangliers, les cerfs, pas les cerfs, les chevreuils puissent venir boire. Voilà. Et les sols s'affaissent. Bon, ben ça, vous en avez entendu au niveau international avec les dolines en Turquie. Par chez nous, on n'a pas ce genre de phénomène, mais on nous annonce des fissures dans 2 millions de maisons liées à le fait que les nappes phréatiques ne sont plus remplies normalement. Voilà donc au niveau, on va dire, citoyen et écologique. Je passe la parole pour le niveau agricole. Est-ce que juste au niveau de la technique, il y a moyen de rebrancher le... Enfin, je pense que si ça bug, là, c'est que... Désolée. Alors, du coup, les méga-bassines, juste pour compléter, et du coup, Agnès est plutôt sur la partie Charente. Nous, moi, je suis plutôt donc, sur la partie Sèvres-Niortaise. Donc, ces 16 méga-bassines, elles sont un petit peu plus connues. C'est pour 6,8 millions de mètres cubes stockés. Voilà, donc c'est des chiffres assez incroyables. Et du coup, la plus grande fait donc 18 hectares, et c'est celle de Sainte-Soline que vous avez peut-être pu voir, qui va être bâchée incessamment sous peu. Les bâches sont arrivées. Pour la petite histoire, les bâches, elles viennent des États-Unis d'ailleurs. Voilà. On n'est même pas capable de fabriquer ce genre de truc. Donc l'accaparement de l'eau en termes de quantité, donc tout ça, toutes ces méga-bassines qui vont être construites là en Poitou-Charentes d'ici les prochains mois, voire les prochaines années, c'est dédié en fait à 6% à peu près des exploitations agricoles, 5-6%. En Deux-Sèvres, donc les 16 méga-bassines, c'est pour une centaine seulement d'agriculteurs. Donc voilà, c'est vraiment, on accapare de l'eau pour une poignée d'agriculteurs et d'agricultrices. Et donc en plus, pourquoi faire? Alors voilà, je vais aller un peu vite, hein, bien sûr il y a des nuances à faire, mais majoritairement, ces méga-bassines, elles vont servir à irriguer des céréales, et principalement du maïs, qui vont être destinées donc, à l'export. Ça tombe bien, on a un super port à La Rochelle, donc c'est bien pensé. Et puis aussi pour nourrir des animaux qui sont plutôt enfermés dans des bâtiments, donc de l'élevage hors sol. Les Deux-Sèvres, le pays de la chèvre, je ne sais pas si vous en voyez souvent dehors. Donc voilà, elles sont plutôt dans les bâtiments. Et puis malheureusement, il y a encore une autre destination, c'est la méthanisation. Donc on est aussi en train d'irriguer des cultures dites intermédiaires pour aller alimenter la méthanisation. Donc quand on nous parle de souveraineté alimentaire, je ne sais pas ce que vous mangez, mais moi je ne mange pas de gaz. Voilà. Donc ce qui est vraiment rageant en plus, donc c'est comme je le disais, c'est pour un peu de gens. Et en plus, c'est complètement inégalitaire. C'est-à-dire que ces gens, ces fermes-là, elles sont des volumes qui ont été attribués, donc un volume d'irrigation. Parce que voilà, quand on a beau critiquer la gestion de l'eau, il y a quand même une gestion, c'est encadré, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc quand on veut irriguer, il faut demander des volumes. Et donc qui sont généralement attribués si on en avait déjà historiquement, par le passé. C'est-à-dire que si les grands-parents avaient demandé 50 000 mètres cubes, et ben voilà, d'année en année c'est reconduit, les enfants reprennent la ferme, ils ont les volumes. Enfin, voilà, on dit c'est des volumes basés sur des droits historiques.
Et donc, on atteint des volumes, parce que voilà, les gens, petit à petit, ils n'ont pas gardé que la ferme des grands-parents, ils en ont pris d'autres, et puis ça fait des grosses fermes, et on atteint 150 000, voire 200 000 mètres cubes d'eau sur certaines exploitations qui vont être accordées aux méga-bassines. Juste pour faire un petit focus, moi sur ma ferme, on irrigue seulement le maraîchage, et en maraîchage, on utilise à près de 2000 mètres cubes par an. C'est la même chose, en fait, c'est 2000 mètres cubes pour du maraîchage, pour 1 hectare de maraîchage, et 2000 mètres cubes pour 1 hectare de maïs. Par contre, voilà, nous, avec 1 hectare de maraîchage, on fait vivre 3 personnes et on nourrit une centaine de familles. Avec 1 hectare de maïs grain qui part à l'export, bon, voilà, je vous laisse faire la comparaison. Donc tout ça, c'est toujours la même chose. Donc c'est, voilà, de l'eau, pourquoi faire? Pour faire, moi je dis de la merde. Et donc, d'un autre côté, voilà, il y a des gens qui se retrouvent avec pas d'accès à l'eau du tout. Alors, voilà, par exemple, l'exemple phare, c'est les maraîchers, parce qu'en Deux-Sèvres, mais dans le Poitou en général, c'est pas forcément une région traditionnellement maraîchère, mais bien sûr, c'est tout à fait compatible, sauf que voilà, donc ces nouvelles exploitations maraîchères, elles n'ont pas de droit historique, comme je vous disais tout à l'heure, et donc quand elles demandent des volumes, on leur dit simplement, bah non, il n'y en a plus, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau pour vous, fallait arriver avant, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Donc c'est vraiment inégalitaire, et puis vous connaissez peut-être la ville de Niort, c'est l'exemple que j'aime bien utiliser. À Niort, il y a des maraîchers qui nourrissent, qui fournissent toutes les cantines, on parlait de cantines tout à l'heure, toutes les cantines scolaires de la ville de Niort en légumes bio, et eux, ça fait 10 ans qu'ils demandent à avoir des volumes d'eau, à construire une retenue collinaire, donc c'est pas une bassine, pour à peu près 20 000 mètres cubes. Donc c'est des maximums en maraîchage ou en polyculture élevage, et du coup 20 000 mètres cubes, et on leur refuse depuis 10 ans. Voilà. Et à côté de ça, on va construire des méga-bassines pour faire du céréal. Donc voilà, juste aussi, les céréales, pourquoi on les arrose? Parce que vous me direz, il y a plus de 90% des paysans en France, donc je parle même pas dans le monde, mais en France, qui n'utilisent pas l'irrigation. Donc moi je fais des céréales aussi un petit peu pour mes animaux. J'ai pas d'irrigation. Après je suis pas dans les mêmes sols, mais quand même les paysans qu'on parlait hier n'utilisent pas non plus d'irrigation. Enfin en tout cas voilà, en fait on peut faire sans, il faut arrêter de croire le discours de la FNSEA qui dit aujourd'hui il n'y a pas d'agriculture sans irrigation. En fait ça représente 5 à 10% des agriculteurs. Donc vraiment il faut prendre un peu de recul. Et si on irrigue les céréales aujourd'hui, c'est surtout pour faire du rendement. Et puis là, le lien se fait aussi avec les OGM, je pense, parce que voilà, on est allé sur des variétés qui aujourd'hui ont besoin de plein d'engrais, de plein de pesticides et de plein de flottes. Enfin, c'est vraiment ça. Et donc du coup, c'est purement économique. Et là encore, pour dire que c'est pas seulement les agriculteurs qui peuvent changer, c'est aussi que les coopératives, donc les coopératives agricoles, elles vont obliger à l'irrigation. Sur le projet de la Sèvre niortaise, là, il y a carrément des coopératives qui ont dit si vous n'êtes pas raccordé à une bassine, nous on vous prend plus vos produits, quoi. En fait, il y a aussi c'est vraiment tout ce gros package là, coopérative, vendeurs de semences, de pesticides, qui décide. Et donc la dernière inégalité, mais je crois que tu en as parlé en termes de quantité, c'est aussi quand il y a des restrictions en eau à cause des sécheresses. Et ben là aussi, il y aura les agriculteurs qui auront eu la chance d'avoir un raccordement à une bassine qui pourront irriguer, et puis les autres à côté ils pleureront parce que eux ils n'auront pas le droit, ils subiront les restrictions. Donc là aussi c'est vraiment, c'est hyper injuste, sachant que souvent les gens qui sont autour et qui n'ont pas de bassine mais qui irriguent sont, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, nous en Deux-Sèvres, ils sont adhérents à la COP de l'eau, donc en fait ils vont payer pour la construction de ces bassines, et puis le jour où il y aura des restrictions, eux ils n'auront pas le droit d'irriguer. Enfin voilà, donc tout ça c'est pour montrer que vraiment c'est pour une minorité, et les conséquences elles sont aussi en agriculture importantes, c'est-à-dire que
Par exemple, nous, on a un maraîcher qui est à côté de Sainte-Soline, qui a un puits pour irriguer son maraîchage. Et en fait, avec les pompages, vu que c'est des pompages tellement importants, enfin, il faut imaginer remplir ces trucs-là en 3 mois. Donc, c'est des pompes qui marchent à fond pendant 3 mois non-stop, plusieurs forages pour alimenter une bassine. Et donc, forcément, les puits, enfin, là, le copain maraîcher, il va avoir son puits qui va être à sec beaucoup plus tôt dans la saison. Donc voilà, il y a aussi des conséquences pour ceux qui sont autour. Et puis même en élevage, on peut être... alors bon, il n'y a plus beaucoup d'élevage autour des méga-bassines, mais quand même, c'est pareil. Nous, nos animaux boivent dans les ruisseaux, et avec ce genre de pratique, les ruisseaux, comme disait Agnès, se retrouvent à sec assez rapidement. Donc voilà, et aussi en termes de qualité, donc c'est un accaparement aussi, parce que l'eau qui est prise pour remplir les méga-bassines, c'est une eau de super qualité, hein, c'est l'eau des nappes, c'est la meilleure, et on va aller la mettre sur des champs qui après vont utiliser des pesticides, vont travailler le sol à fond, enfin du coup là aussi c'est un accaparement. Et on pense rarement aller jusqu'au bout, mais au bout il y a la mer, et c'est pareil, cette eau de qualité, elle se charge en pesticides et tout ça, et du coup elle part à la mer, et derrière, nous aussi on a des paysans et des paysannes qui vivent de la mer, hein, les conchyliculteurs subissent aussi du coup les conséquences. Du coup, on va un petit peu parler de cette diapo-là, parce qu'elle nous semble assez intéressante. Au niveau de l'agriculture intensive, Amandine vient d'en parler. T'as pas parlé de l'argent public? Ben non, mais ça on va le dire après du coup. Enfin, je vais vous le dire maintenant du coup. Vous savez que les bassines sont subventionnées à 70% minimum. Elles ont dans le passé été même un peu plus subventionnées que ça. Et donc, c'est l'argent de nos factures d'eau, c'est l'argent de l'État, donc le nôtre, qui sert à construire ces bassines. Et ensuite, selon l'organisation, mais moi par exemple dans mon village, l'agriculteur, il a maintenant sa bassine à lui. C'est-à-dire qu'elle lui appartient, et, alors que c'est nous qui l'avons payée. Et là, dans les projets de bassines, les 9 projets de bassines sur notre secteur de longue couture, on a repéré que la plupart des agriculteurs irrigants qui étaient dans ces projets de bassines sont des gens qui sont assez proches de la retraite. Et quand Amandine vous parlait de l'argent, c'est en fait, ces agriculteurs savent qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup plus cher leur ferme, leur exploitation, si elle a la bassine associée, puisque la bassine, c'est l'assurance irrigation, quelles que soient les circonstances. Voilà. Donc, l'agriculture intensive, bon, elle vous en a bien parlé, Amandine. La dégradation du territoire, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Consommation de terres agricoles, mais oui, parce que nous, les 9 bassines qui font à peu près 5 hectares chacune, ça fait déjà presque 50 hectares qui sont plus de la terre agricole, qui sont de la terre pourrie, parce qu'on a vu, au sud de Poitiers, ici, il y a 2 bassines qui n'ont jamais été mises en service. Enfin, si, il y en a une qui a été mise en service, mais avec des problèmes techniques, et donc, en fait, elles n'ont jamais été mises en eau totalement, et ces 2 bassines qui ont été payées avec de l'argent public, les bâches n'ont jamais été retirées, donc c'est devenu 2 petits déserts dans lesquels rien ne se passe, et on a tout abîmé, et on ne revient jamais en arrière sur la destruction d'un milieu comme ça. Je vais compléter sur les 2 sèves, là, la surface qui va être plastifiée pour les bassines, c'est à peu près la surface en maraîchage en 2 sèves. Voilà. Ah bah oui, ça marque.
Voilà, donc mauvaise santé des populations et des écosystèmes, donc la qualité de l'eau, je vous en ai parlé, perte d'habitat pour les espèces protégées, surexploitation des ressources, ben oui, parce que quand ils sont en train de pomper l'hiver dans la nappe phréatique, eh ben, ils pompent, le temps que le fameux piézomètre, donc c'est le système qui donne le niveau de la nappe phréatique, soit relevé et indique qu'il ne faut plus pomper, et ben, ça a déjà été largement en dessous du niveau qu'on appelle bio et bio. Tu m'aides, Patrick? Le demi. Tu sais ce qu'il nous dit là sur la tour? Vas-y, dis-moi le nom. Le nouveau débit biologique, c'est ça. Le débit biologique, c'est leur nouveau truc. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'il fallait maintenir un débit biologique, sauf que même les pêcheurs disent que ce qui a été prévu, c'est absolument pas un débit biologique, c'est un débit de sécheresse. Mais bon, ils n'ont aucune limite pour s'accaparer l'eau, ils n'ont aucune limite. Voilà. Donc, la directive cadre européenne sur l'eau, elle est intéressante aussi à reprendre quand on a des gens à convaincre autour de nous, c'est que les priorités qu'on doit absolument garder sur l'eau, l'utilisation de l'eau, en premier, la priorité, c'est l'eau potable. Et dans nos secteurs, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas en quantité, puisqu'on a beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de dirigeants, mais ça n'est pas le cas non plus j'ai dit en quantité, mais non plus pour la qualité. On n'a absolument pas une qualité de l'eau correcte. Le deuxième, c'est la préservation des milieux. Donc, quand on a une rivière qui est à sec 8 mois par an, il n'y a pas de préservation. Et puis le troisième, c'est donc seulement en troisième, l'eau économique, agriculture et industrielle. Voilà. Alors, moi, je vais finir pour ma partie. Je voulais finir sur une partie très positive. J'ai encore autre chose, non? C'est juridique. D'accord. Alors, donc, ces 9 bassines de longue couture, je vous bassine un peu avec celle-là, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau des médias. On parle beaucoup de Sainte-Soline, de prière, mais on ne parle pas de nos pauvres 9 bassines à nous. Donc, ces 9 bassines ont été autorisées en février 2021 par la préfecture de la Charente. Cet arrêté préfectoral a été attaqué par 3 associations, la LPO, Poitou-Charentes Nature Environnement, et mon association, qui est une petite association que personne ne connaît, mais qui s'appelle La Papa, Association Protection et Avenir du Patrimoine en Pays d'Aigre. C'est au niveau de ces 2 rivières-là. Eh bien, ce recours, on a beaucoup d'espoir que le tribunal arrive à une annulation de l'arrêté préfectoral, puisque le rapporteur public, qui donc aide le tribunal à prendre sa décision, a demandé l'annulation de cet arrêté préfectoral. Donc, la guerre n'est pas gagnée, mais on a gagné une bataille. Et dans ces temps un peu de fatigue, quelquefois militante, parce qu'on a l'impression de passer notre temps qu'à ça, eh bien c'est déjà une belle chose. Et les 3 arguments qui ont été repris par le rapporteur public sont très intéressants, parce que c'est des arguments qui, d'après notre avocat, ne peuvent pas être remis en cause, même quand ils vont sûrement aller en appel. Donc voilà, une bonne petite marche pour l'instant. Après, on verra pour le reste. Moi, je vais continuer dans le positif aussi, parce que finalement, donc moi, je suis à la Confédération Paysanne, et ça fait un petit moment qu'on travaille sur l'eau, et donc on a vraiment une solution, en fait, en alternative à ces méga-bassines. Et je pense que c'est même obligatoire. Là, on doit vraiment changer. Alors, il y a notre porte-parole national qui a utilisé une super phrase hier dans la presse. Je ne sais plus si c'était hier, mais
Je vais la reprendre, je vais la citer. Et c'est si on ne prend pas le tournant de l'agriculture paysanne, aujourd'hui, on prend le mur. Voilà, je trouve qu'elle est super. Donc, elle n'est pas de moi, hein, elle est de Laurence Marandola, du coup. Donc voilà, et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà plus de 90% des paysans et des paysannes en France qui font sans irrigation. Donc déjà, on peut peut-être se baser sur ce qu'on fait nous toutes et tous sur nos fermes. Et puis bien sûr, il y a des réponses agronomiques qu'on n'a pas inventées aujourd'hui, c'est-à-dire replanter des haies, stocker l'eau dans le sol, parce que voilà, quand on y apporte ce qu'il faut comme matière organique, qu'on le travaille pas trop, et en fait le sol c'est l'éponge, c'est vraiment ce qui va stocker l'eau, et pas besoin d'avoir de la technologie de méga-bassines. On peut aussi bien sûr réfléchir sur les variétés, mais même les espèces. Est-ce qu'aujourd'hui faire du maïs en Poitou-Charentes ça a encore du sens? Voilà, il y a plein d'autres choses à faire. En tout cas, ce qui est important, c'est plutôt que d'aller chercher des solutions techniques et technologiques, c'est vraiment de réduire la dépendance de l'agriculture à l'irrigation. Donc vraiment partir sur l'économie. Et nous, ce qu'on revendique aussi à la Confédération paysanne, c'est donc un vrai partage de l'eau, c'est-à-dire que, comme je vous disais, tout ce qui était ces droits historiques, là, il faut tout remettre sur la table. Donc je ne sais pas si quelqu'un en avait parlé déjà, mais dans la Vienne, il y a eu la fameuse étude HMUC, hydrologie, milieu, usage et climat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nous ce qu'on demande aussi dès qu'il y a des problématiques de manque d'eau. En fait, c'est de faire des vraies études et de voir en fait ce qui est possible, ce qu'on a comme ressources et qu'est-ce qu'on en fait. Et on reprend le petit triangle de la directive cadre. Et donc, même au sein de l'eau économique, s'il reste de l'eau pour l'eau économique, donc il y a l'eau économique, il y a l'industrie, mais il y a l'agriculture, et au sein de l'agriculture, il y a aussi une priorisation, c'est-à-dire que c'est d'abord les cultures qui ont vraiment besoin de l'eau pour la survie, pour la vie, donc c'est le maraîchage, ça peut être l'arboriculture, ça peut être les semences, et puis donc ça c'est vraiment ce que dit la directive cadre, l'élevage bien sûr, mais en termes d'abreuvement, pas en termes de production d'aliments. Ensuite, voilà, vient les fourrages, et puis en dernier, c'est vraiment les céréales, quoi. Enfin, il y a tout, là aussi, c'est priorisé, c'est pas nous qui le disons, c'est la loi européenne de 2000 qui le dit. Et donc, forcément, nous, on demande à ce que ça se soit pris en compte. Et puis, on va même plus loin, c'est-à-dire que pour nous, l'eau, elle doit être priorisée aussi en fonction de ce qu'on produit, à quelle destination. Voilà, donc l'eau doit être priorisée absolument pour les gens qui nourrissent leur territoire. Voilà, qui nourrissent en local, c'est primordial. Et donc le partage de l'eau, donc il faut aussi remettre de la démocratie et de la transparence dans la gestion de l'eau, parce que on a des beaux discours et tout, mais en fait nous, personne nous entend. La conf, elle est présente nulle part, ou vraiment très anecdotiquement. Dans les instances qui décident en fait du partage de l'eau. Donc là aussi, on a besoin de remettre ça un peu plus de démocratie. Et ce qu'on demande aussi en termes de partage de l'eau, c'est le plafonnement, c'est-à-dire qu'en tant qu'il y a des fermes qui ont 150 000, 250 000 mètres cubes de volume, et qu'à côté de ça, il y en a qui n'arrivent même pas à en avoir 2000, c'est plus possible en fait. Donc voilà, il y a aussi cette histoire de plafonnement en fonction du nombre d'actifs sur les fermes. Donc voilà, ça il y a des vraies propositions qui sont faites par la conf pour gérer l'eau. Alors là je parle au niveau agricole, mais et puis voilà, nous on a un modèle, l'agriculture paysanne, ça fait plus de 30 ans, même bien plus, mais en tout cas la conf le porte depuis plus de 30 ans, et elle fait ses preuves, quoi. On en vit, on détruit pas la planète. Moi, voilà, je suis fille de paysans, ça m'a donné envie de reprendre aussi la ferme, parce que c'était pas une ferme dégueulasse où il y avait des pesticides, un capital énorme à reprendre. Voilà, on veut des campagnes vivantes, et donc forcément, il faut de l'agriculture paysanne.
Et oui, tu continues sur la partie peut-être rivière. Nous allons peut-être arrêter si les gens veulent nous poser un petit peu de questions. Ouais. Bah, du coup, je vais juste finir sur la conclusion qu'on s'était faite, c'était aussi de dire qu'aujourd'hui, on est donc à Agnès de Bassine Non Merci. Moi, je suis de la conf. Vous savez que les soulèvements de la Terre sont très impliqués aussi. Enfin voilà, en fait, c'est aussi pour dire que cette lutte contre les méga-bassines, elle est plurielle. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, voilà, on a une composition qui a su avancer ensemble avec différents modes d'action. Voilà, il y a du juridique, il y a nous sur la partie agricole où on va quand même dans les instances, dans les chambres, au ministère. Il y a la partie plus soulèvement de la terre qui va être sur les actions de terrain. Enfin, tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on avance. Alors, on n'a pas gagné la guerre, mais oui, on avance sur certaines batailles quand même. Et donc, en face, on a un ennemi commun, hein, que ce soit sur les OGM, sur les bassines. C'est vraiment ce gouvernement, ce ministère de l'Agriculture là, qui est main dans la main. Enfin, c'est même plus que main dans la main, c'est fusionnel avec la FNSEA. Et du coup, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on y aille. Et no Basaran. Sur le convoi de servir à quelque chose. Ben, les hommes, c'est comme ça, c'est un petit moment seulement. Juste, un beau slogan, parce que No Basaran, il est bien, mais sur le convoi de l'eau, le dernier grand rassemblement qu'on a fait, il y avait un beau slogan, c'était l'eau pour tous, tous pour l'eau. Et je pense que celui-là, il faut qu'on se le garde aussi. Il est très beau. Bon, on va peut-être passer sur l'avant-dernière réflexion. Non, moi c'était juste pour rappeler qu'en 2009, suite à l'Assemblée Générale des Faucheurs Volontaires à Fontenay-le-Comte en Vendée, on avait, vous savez, chaque année, chaque AG, il y a des travaux pratiques. Et cette année-là, les travaux pratiques, c'était la visite d'une bassine. Alors je ne sais plus si c'était aussi en Vendée ou dans un département voisin, mais je ne me rappelle plus le nom de la bassine. C'était à la limite des deux départements. Voilà, et donc on avait visité cette bassine, on était tous présents autour de la bassine, et ce jour-là, on n'a pas eu les quads avec la Bravem, mais on a eu une quinzaine de paysans qui étaient là avec leurs tracteurs sur un bord, et eux, ils avaient des lance-pierres. Déjà, voilà, c'était juste pour rappeler ça. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Bon, j'imagine que vous travaillez avec des hydrogéologues, et du coup, on estime à combien de temps, enfin, quel est le niveau des nappes, de la nappe superficielle ou profonde, enfin, quel est le lien entre les deux. Voilà, parce que c'est complètement fou en même temps, puisque on épuise l'eau qu'on pompe, c'est quelque chose d'infernal. Alors, je peux répondre que sur l'homme couture. Sur l'homme couture, on n'a pas d'études qui montrent de quel volume d'eau on dispose. En fait, on s'est rendu compte, grâce à notre copine Annie d'Attaque, qui est là aussi, qui a beaucoup travaillé dans les dossiers, on s'est rendu compte que l'eau qui est accordée aux irrigants, elle est accordée en fonction de la demande qu'ils font et absolument pas en fonction d'une quelconque étude sur la ressource. Voilà. Donc, c'est ce que nous, on demande auprès de tous les élus de Charente, c'est qu'ils fassent un moratoire avec nous pour que les bassines ne commencent pas tant que cette étude ne nous montre pas de combien on a fait baisser les nappes phréatiques, ça on le sait, mais de savoir combien d'eau on pourrait disposer. On ne veut plus qu'on pompe tant qu'on n'a pas ce chiffre-là, qu'on n'a pas. Alors, en fait, c'est juste pour compléter ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Lorsqu'on a fait cette action-là sur la bassine en 2010, je ne sais plus, ouais. 2009, ouais. En fait, on avait vu un petit film qui est très intéressant, qui s'appelle Pour quelques grains d'or, et
je vous conseille d'aller le voir. À mon avis, il est toujours d'actualité, ce film, et il raconte en fait ce qui s'est passé avec le marais mouillé, hein, c'est-à-dire la réduction du marais mouillé, et donc l'histoire des premières bassines qui ont été construites, et donc la perte du label PNR, hein, Parc naturel régional du marais mouillé. Voilà. Alors en fait, c'est un film de Fabien Mazocco qui en a fait un récemment, qui fait la une de tous les cinémas du Poitou-Charentes. Fabien Mazocco a fait là De l'eau jaillit le feu, et c'est la suite de Pour quelques grains d'or. Et je vous conseille, si vous n'êtes pas encore allé le voir, d'aller le voir parce que c'est vraiment émouvant et en même temps bien explicatif. Alors, mesdames, vous avez parlé de la Charente, des Deux-Sèvres. Apparemment, les gens de la Vienne sont jaloux. Donc, je suis menacé de ne pas pouvoir partir ce soir. Ils veulent s'exprimer. Allez, on vous aime dans la Vienne. Non, mais simplement, je voulais un peu rajouter, on est à Poitiers, donc parler des projets de bassines dans la Vienne, parce que dans la Vienne, on a un projet de 41 bassines, qui aujourd'hui est devenu un projet de 30 bassines, parce que nous, on est très ambitieux dans la Vienne. Donc, pour 9 millions de mètres cubes. Donc, c'est voilà, un projet énorme. Oui, que dire d'autre tout à l'heure, ouais. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui n'a plus vraiment d'arguments scientifiques, parce qu'il y a bon nombre d'hydrogéologues qui ont un peu démonté toutes ces histoires de bassines. Dans la Vienne, par exemple, on a des bassines qui vont pomper de l'eau à 100 mètres, dans des lacs à 100 mètres. Alors, on nous parle de substitution. La substitution, c'est simplement de l'idée qu'on, simplement en décalant les pompages l'hiver par rapport à l'été, on a résout des problèmes, mais on sait qu'il faut plusieurs années pour que l'eau descende dans la nappe à cette profondeur-là, ça n'a strictement aucun intérêt. Et voilà, autant pomper de l'eau directement dans la nappe pour arroser que de vouloir le stocker dans une bassine, en plus ça coûterait beaucoup moins cher. Donc ce qui semble important aujourd'hui, c'est de revenir tout à l'heure, il a été question d'études HMUC, c'est vraiment que dans chaque territoire, on a des études assez approfondies qui déterminent quelle est finalement la ressource en eau qu'il y a sur le territoire et qui aura à l'avenir. On sait qu'en plus cette ressource, ça va baisser. Et puis ensuite, il va falloir adapter les modèles agricoles. Alors que là, aujourd'hui, ce modèle, c'est simplement on a des gens qui arrosent, avec des volumes importants, et puis ils veulent continuer à leur modèle. Voilà. Donc dans la Vienne, nous avons entendu parler de la ferme des 2000 hectares qui a été vendue par la SAFER il y a quelques temps. Donc sur cette ferme-là, c'est à quelques kilomètres d'ici, hein, il y a 1 million de mètres cubes d'eau, de droit d'eau, qui est ce fameux droit historique. Et dans le même temps, on refuse 20 000 mètres cubes à Grand Poitiers pour faire du maraîchage. Voilà, dans cette situation-là, c'est vraiment c'est inentendable. Et tout à l'heure, Agnès a parlé des recours en justice. Et là, ce qui semble intéressant, c'est dans les recours en justice, c'est qu'il y avait une partie de la Vienne qui était concernée. Et nous, à la Conf, on a toujours contesté le fameux mot réserve de substitution, qui en plus c'était très compliqué à dire. On a juste parlé des bassines. Depuis 20 ans, c'est nous qui avons mis ce mot de bassine à la place. Et là, ce qui est intéressant dans le jugement de justice, c'est qu'en fait, la substitution, telle qu'elle est envisagée, et l'agence de l'eau, en plus, ne peut financer ses réserves parce qu'il y a substitution. Là, le juge dit qu'en fait, la substitution n'est pas réelle, parce qu'il n'y a pas de baisse de prélèvement, et qu'en plus, cette substitution, elle se fait par rapport toujours à cette référence historique. Donc, plus vous avez arrosé par le passé, plus vous avez une grosse référence, plus vous avez une grosse bassine. Et c'est vraiment ça qu'il faut casser, en fait, c'est le fonctionnement que ça a. C'est ça qu'il faut casser, et c'est vrai que cette décision de justice est intéressante par rapport à ça. Et voilà, donc notre ministre reste toujours dans les mensonges, parce que de Normandie était venu ici pour dire qu'on remplissait des bassines avec l'eau de pluie. Et puis aujourd'hui, on continue en disant on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans eau, mais comme Amandine l'a dit, l'essentiel des paysans font de l'agriculture uniquement avec l'eau de pluie. Oui, j'avais une question. On a bien compris que si on prend l'eau, on baisse les nappes, mais moi je voulais savoir si des gens connaissent l'impact du drainage qui fait que l'eau va directement dans les fleuves et les rivières et dans la mer. Est-ce que c'est important, le drainage dans notre région, et est-ce que ça a un impact significatif sur le non-remplissage des nappes? Alors, oui, en fait, on n'a pas fait la partie historique. Si on est arrivé à cette situation de manque d'eau pour l'agriculture dans notre région, c'est bien parce que les cours d'eau ont été creusés,
ont été déméandrés. Moi, j'habitais pas en Charente à cette époque-là, mais il faut savoir qu'ils ont mis des pelles mécaniques dans les rivières pour les creuser pour que l'eau parte plus vite à l'océan. Ils ont fait des drainages pour que les parties le long des rivières ne soient plus inondées, pour pouvoir mettre en maïs tous ces coteaux de rivières. Et donc, si on en est arrivé à la situation dans laquelle on est là, c'est bien parce qu'on a détruit le fonctionnement naturel. Et le drainage, la linéarisation des cours d'eau, l'assèchement des marais, toutes ces erreurs qui ont été commises avec de l'argent public, puis au moment du remembrement aussi, et de mettre en culture de maïs des parcelles qui avant étaient dédiées au pâturage, ça a été une catastrophe. Et donc, au lieu de réparer les erreurs qui ont été commises, la FNSEA nous propose de continuer, d'accélérer pour aller dans le mur. Mais c'est exactement ça. Et l'arrachage aussi des ripicives, si cher à Patrick Rivollet. La ripicive, c'est donc les arbres, les arbustes qui sont le long des rivières. Et ça permet de vraiment faire garder l'eau dans le secteur. Ça c'est vraiment... Enfin, bon, si on regarde des endroits où ça a été abîmé et des rivières qui n'ont pas été abîmées ou des rivières qui sont maintenant renaturées, c'est pas le même paysage. Il y a pas de vie à côté de l'Aume et à côté de la Bonnieure où ils sont en train de renaturer ce cours d'eau. Eh bien, on revoit des petites bêtes, il y fait bon, il y a de l'ombre. On nous a montré une source qui ne fonctionnait plus depuis des années, et depuis qu'ils ont renaturé ce cours d'eau, au mois de juillet, la source recoulait. Donc c'est ça qui est insupportable pour nous, je pense, collectif BNM, c'est de se dire qu'on a toutes les solutions à portée de main et on ne les met pas en œuvre. Patrick, des amis de la Conf, nous, on va avoir un gros problème à côté de Clermont-Ferrand, un petit patin qui s'appelle Billon, on va avoir la plus grosse bassine de France avec 18 hectares, et une autre à Moselle de 15 hectares. Ma question est, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Non, c'est le mouvement qu'il faut. Bon, il y a eu Saint-Soline, où il y a eu pas mal de dégâts au niveau de la manifestation, mais cette violence qui est mise par l'État, il faut bien un moment qu'on la contre. Et à un moment, faire des manifestations tranquilles, ça n'avance pas. Enfin, pour moi, personnellement, ça n'avance pas. Et j'aimerais, si quelqu'un a une idée dans la salle, et à un moment, il faudra peut-être rentrer dans du lourd. Voilà, parce que c'est insupportable. Et là, hier, moi j'habite à la campagne, juste au-dessus, à Chanel-Inter. Je viens de recevoir un truc de la préfecture qui met DOP 63 en restriction de flotte. Donc voilà, moi j'ai toutes les sources qui sont dans mon patelin. Donc elle a été l'eau a été privatisée cette année, donc le prix a été multiplié par 3. Et à savoir que Volvic, tout de suite, qui est juste à côté de chez moi, Volvic fait 60% des forages de Volvic sont illicites, mais sont acceptés par la préfecture. Voilà, sont illégaux. Et à savoir tout de suite que ce que j'ai appris il y a 3-4 jours, que je n'ai pas vérifié, mais tout de suite l'eau en bouteille qui est mise par Volvic viendrait de l'Allier. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout dit mais il y avait une slide sur le fait que le projet des 16 bassines en Deux-Sèvres et même celle du Clin et de Couture, c'est vraiment... Enfin, le Poitou-Charentes, c'est un projet pilote. Et l'idée, c'est que si ça passe en Poitou-Charentes, il y en a partout. Il y a un projet de 1000 bassines en France. Hein. Clairement, c'est ça l'objectif. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de collectifs qui se sont montés à différents endroits, notamment par chez vous, je pense qu'il y en a un. Donc un collectif Bassine Non Merci qui regroupe tout un tas d'organisations. Et donc il faut vraiment, enfin moi je le redis, mais l'union fait la force, quoi. Il faut se mettre ensemble. Et c'est sûr que les manifestations type 1er mai, ça marche plus.
même si on aimerait, enfin voilà, on passe tous un bon moment au 1er mai à manger des saucisses et à déambuler. Voilà, c'est beaucoup moins drôle de se prendre des grenades dans la tronche. Mais en fait, voilà, il faut tout essayer. On l'a dit, hein, les recours juridiques, c'est quand même, ça marche bien. Les assos environnementalistes ont souvent des juristes qui sont très pointus là-dessus. Il faut se rapprocher du monde agricole aussi, plutôt le monde paysan. Et puis surtout que les citoyens et les citoyennes prennent les choses en main, quoi. Enfin, parce que l'eau c'est un commun et c'est juste pas possible de la privatiser, mais on va vers là, quoi. Enfin, comme tout, quoi. Aujourd'hui, voilà, on a compris que ça se raréfiait et donc s'il y a moyen de se faire un peu de sous dessus, il y en a qui y vont, quoi. Donc voilà, il faut vraiment, moi je pense les amis de la conf, si vous avez besoin, on a du réseau aussi par là-bas avec Bassine Non Merci et ça va le faire, quoi. Mais il ne faut pas laisser passer, et c'est aussi pour ça que c'est hyper important de ne pas laisser passer ici, quoi. Parce que là, il y a aussi un projet de bassine en Indre-et-Loire, c'est ça, ouais, qui vient juste de sortir là du bois. Voilà, vigilance absolument partout. Oui, Serge, Bassine Non Merci 86. Moi, ça fait 35-40 ans là, que je suis dans le Poitou. Et donc, j'ai suivi le dossier des bassines depuis 25 ans, 30 ans. Et donc, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc, la mobilisation, elle est capitale à l'échelle des soulèvements de la Terre, on l'a vu, puisque là, la France entière comprend ce que c'est qu'une bassine maintenant aujourd'hui. Donc, cette mobilisation, c'est une mobilisation citoyenne. Et chez les faucheurs volontaires, on sait bien que la mobilisation citoyenne est déterminante. Moi, je siège aujourd'hui dans des programmes ressources, donc sur tout l'ouest du département de la Vienne, hein, sur le bassin du Plain, sur ces 30 bassines. Et dans les programmes ressources, aujourd'hui, on nous propose de faire on nous dit, faites des propositions. Moi, je représente la filière bio, puisque j'ai créé la COP Bio, le Poitou Vert, là, ici, localement, depuis il y a 35 ans. Donc, on essaie de développer la filière bio. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des préconisations de redistribution foncière. J'ai parié à plusieurs, on était plusieurs, que nous pourrions redistribuer la terre à 150, voire 100 hectares. Eh bien, les vieux paysans, les vieux céréaliers qui doivent prendre leur retraite, très doucement m'ont dit, on est plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que moi, si je transmets, j'aimerais bien transmettre pour faire autre chose, pour qu'on puisse faire autre chose. Qui a dit non? Qui a dit non dans la négo? Très franchement, très directement. Avril, Coq de France, Océalia, Terrena nous disent c'est bloqué, les transmissions sont déjà dans les tuyaux, la financiarisation de toute la transmission foncière est tout à fait cadrée, maîtrisée, contrôlée, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est devant une situation d'accaparement du foncier. La Conf a raison de poser le problème de cette surdimension du foncier et de cette surfinanciarisation du modèle agricole, mais ça veut dire qu'on rentre dans le dur. Ça veut dire que si on doit squatter des terres, comme on a pu le connaître au Brésil, mais à une autre échelle, avec les sans-terres, là, ça veut dire que la répression, elle va être d'une violence démultipliée dans une logique politique et idéologique telle qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte de ça aujourd'hui, c'est que AGPM, la filière maïs, les filières céréales, les protéagineux aujourd'hui, ont le soutien de ce gouvernement et de cette armada industrielle et pétrolier qui bloque aujourd'hui certaines redistributions de nos modèles agricoles et agroalimentaires. Donc là, je veux dire, on n'a pas d'autre choix que de s'affronter encore plus frontalement sur ces modèles-là. Donc les soulèvements, je demande à ce qu'on poursuive, à ce qu'on reste toujours sur un fléchage très précis, ne soyons pas idiots, ne nous laissons pas déborder peut-être par une insurrection illégitime, etc., enfin, une espèce de réseau autonome qui des fois nous dépasse quand on est sur le terrain et qu'on doit vraiment mener nos ciblages
de démontage de pompes, etc. Mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on mène au bout ce débat, c'est capital. Daniel a levé la main depuis longtemps, donc je lui passe la parole. Ce sera le dernier, hein, on reste dans le tempo. Donc Daniel de l'AFNAV et puis aussi de la Conf Île-de-France. On a eu une bassine en Île-de-France, dans les Yvelines, à Blanc-Rue, une petite bassine qu'un agriculteur s'est constituée d'1 hectare, mais il a constitué sa bassine, on va dire 4-5 mois après, que l'agence de l'eau Seine-Normandie avait pris son schéma directeur d'aménagement, le SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, dans lequel il est écrit que sur le bassin Seine-Normandie, il est interdit de remplir une bassine avec de l'eau issue d'un forage. On ne peut remplir une bassine qu'avec des eaux superficielles. Donc, juridiquement, la Conf, avec plusieurs associations, la Conf Île-de-France avec plusieurs autres associations, on a porté plainte. On a contesté la bassine devant le préfet, et le préfet a pris un arrêté donc interdisant la bassine, alors qu'elle était complètement réalisée, y compris le forage. Donc l'agriculteur a dû reboucher la bassine, et donc c'est une vraie victoire pour nous. Donc je ne sais pas comment fonctionne, moi je ne suis pas habitué du fonctionnement des agences de l'eau, mais je pense qu'on a peut-être intérêt à rentrer dans les instances de gestion des agences de l'eau pour effectivement modifier les SDAGE et porter ce type enfin, changer la réglementation et interdire que les bassines puissent être remplies à partir de forages. Quoi. Et de ne faire que des retenues collinaires. Le problème, c'est ça, c'est que, par exemple, nous, la Conf, on n'est pas dans les comités de bassin et tout ça, parce que c'est la profession agricole, et que c'est en fonction, en fait, c'est les chambres d'agriculture qui représentent la profession agricole, et vu qu'on est minoritaire aux élections chambres, enfin, aux élections professionnelles agricoles, ben, en fait, on n'est jamais présent dans ces trucs-là. Alors après, sur les clés, les sages et tout, des fois, il y a les bio, ils peuvent y être, je sais qu'il y a des sièges. Ouais, si, il y a des assos de protection de l'environnement aussi, ouais. Mais après, ça reste très minoritaire en termes de nombre. Hein. Ils n'ont objectivement aucun poids, hein, puisque c'est des représentants. Souvent, c'est une ou deux personnes dans enfin, les assemblées d'agences de l'eau, les représentants, c'est 30 ou 40 personnes. Donc le poids est vraiment minime, quoi. C'est très très difficile d'y rentrer. Bon, on va rester dans mes engagements. Hein. L'heure est écoulée. Je pense qu'il y a une chose à dire, c'est nos bassarades.